Alain Fauveau, je suis consultant formateur depuis une vingtaine d'années à Géréseau, en paye. Auparavant, j'ai travaillé dans une entreprise dans un service paye. Et depuis une vingtaine d'années, donc, j'anime des formations. Alors, je partage mon temps entre des formations et puis également toute l'activité conseil, et notamment audit de paye en ce qui concerne la partie conformité. C'est-à-dire, on parlera de tout ça tout à l'heure, respect des réglementations, on va dire internes et externes. Voilà. Merci. Donc Sylvie Royer, moi je suis expert comptable de métier. J'interviens donc effectivement sur la partie plutôt conseil, sur la partie audit d'organisation donc de services de paye. On va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Pour moi, l'audit, c'est évidemment la manière de mettre en pratique effectivement mon expérience passée dans le domaine de l'expertise comptable et dans le domaine du commissariat aux comptes, puisque j'ai été commissaire aux comptes pendant un certain nombre d'années, et également de travailler sur le système d'information qui est effectivement complémentaire. À mon avis, je vous expliquerai effectivement ce que nous faisons à ce niveau-là. Et j'interviens également en formation sur des aspects effectivement d'organisation de services paye pour le compte de Géréseau. Voilà, on va démarrer. Donc, une petite introduction déjà effectivement sur le sujet de la fonction paye. La fonction paye est depuis plusieurs années extrêmement impactée, vous l'avez évidemment vécu, je pense, vous qui êtes ici, impactée par la DSN, la mise en place de la DSN, les différentes phases de la DSN, un peu difficiles. Cette mise en place parce que effectivement les organismes sociaux ont eu un peu de mal à intégrer ces nouvelles dispositions, notamment peut-être les organismes de prévoyance, les mutuelles, retraites, un peu plus que l'URSSAF qui a été, j'ai envie de dire, initiatrice de la DSN. Donc pas mal de difficultés. On est dans une phase de stabilisation aujourd'hui en matière de DSN, mais il y a encore des évolutions à venir. Au départ, on avait plutôt une déclaration qui était plutôt centrée sur la partie sociale, et puis on voit que petit à petit on se déplace vers un sujet un peu plus fiscal, puisqu'on a intégré dans la DSN des éléments, je ne sais pas, comme ceux de la CVAE, et puis dans le futur, bien évidemment, cette DSN va servir effectivement au prélèvement à la source, qui est le grand projet évidemment de l'année à venir. Donc des évolutions importantes, des évolutions qui ont évidemment impacté les services de paye parce qu'on n'était pas habitué, évidemment, mensuellement, à transmettre autant d'informations, à vérifier en un temps très réduit toutes les informations à transmettre au niveau de la DSN. Et on voit bien aujourd'hui que dans beaucoup d'entreprises, on est toujours focalisé sur la transmission des bases. On sait que ces bases sont correctes, parce que derrière, on génère des cotisations qui sont exactes, mais en fait, on ne s'intéresse pas nécessairement, je pense que tu vas en parler Alain, parce que c'est plus ton sujet que le mien, on ne s'intéresse pas nécessairement à l'ensemble des données qui sont transmises pour un salarié. Et évidemment, là, il y a des zones de risque extrêmement importantes, et on a donc des progrès à faire dans ce domaine-là, dans beaucoup d'entreprises. Donc, une fonction effectivement impactée par ça, mais aussi impactée par des évolutions technologiques. Aujourd'hui, la paye n'est plus seulement la paye. La fonction paye gère bien au-delà de la paye et des cotisations sociales. On a besoin de nouveaux outils dans l'entreprise. On est en train d'en mettre, si ce n'est déjà fait. Je pense notamment aux aspects de portail, par exemple. Je pense aussi au SIRH dans sa globalité. On va mettre en place des outils pour gérer la formation, pour gérer GPEC, pour gérer la pénibilité, etc. Tous ces outils, évidemment, communiquent avec la paye, puisqu'ils partagent notamment le dossier du salarié. Donc, beaucoup évidemment, d'évolution. Et puis, celle du bas, pour ceux qui font de la paye, c'est le quotidien, les évolutions législatives. Il y a les lois travail qui sont, pour l'instant, pour partie applicables, mais pour partie non applicables, puisqu'il faut un certain nombre de décrets.
Donc on va effectivement impacter beaucoup la fonction, puisqu'on va effectivement mettre en place des règles dérogatoires pour l'entreprise au travers d'accords qui vont être signés. Donc un paramétrage spécifique, évidemment, qui est lié à ces accords d'entreprise, avec toute la difficulté que vous connaissez. À chaque fois qu'il y a une évolution en matière de paramétrage, il va falloir assurer la maintenance de ce paramétrage spécifique à l'entreprise. Et c'est toujours, évidemment, une difficulté. Le prélèvement à la source, bien sûr, qui va intervenir, donc, après les dernières évolutions, à partir du 1er janvier 2019. Donc, il va falloir, là, se préparer dans l'année 2018, évidemment, à ce changement important. Et puis d'autres, puisque nous a annoncé la hausse de la CSG et tutti quanti, bien évidemment. La paye, c'est aussi aujourd'hui, j'ai écrit une activité de routine, vous m'excuserez pour le mot routine, qui n'est pas très flatteur, mais dans l'entreprise, on considère évidemment que la paye n'est pas une fonction qui a une valeur ajoutée importante. L'évolution à venir, ou le souhait effectivement d'évolution, c'est qu'effectivement cette base de données absolument extraordinaire qui existe dans l'entreprise et qui n'est pas exploitée, à mon sens, à sa juste valeur, eh bien, soit exploitée dans le futur avec un vrai rôle de fournisseur d'informations au niveau effectivement de la fonction RH. Donc qu'on exploite ces données et que l'on sorte de cette logique, j'ai envie de dire, purement légale du bulletin de paye, des cotisations, pour évoluer vraiment vers un véritable outil de pilotage de la masse salariale. Donc on va chercher on cherche une efficacité au niveau effectivement du service paye qui pour l'instant n'est pas, à mon sens, complètement la logique actuelle. Dernier point important sur cette fonction, et là, j'imagine qu'on va se rejoindre aisément, c'est une fonction à risque multiples. Le premier, évidemment, risque URSSAF. À chaque fois, et bien sûr qu'on a un contrôle, il y a une grande inquiétude dans l'entreprise en se disant est-ce que je n'ai pas fait une erreur sur tel ou tel calcul de cotisation, est-ce que je n'ai pas oublié un aspect et franchement, il y a de quoi effectivement générer des risques parce qu'il y a une multitude de règles à appliquer, nous sommes d'accord. Risque également en matière prud'homale, à chaque fois qu'on ne va pas respecter la loi, la convention collective, on risque d'avoir un litige, le salarié peut contester, donc des surcoûts pour l'entreprise, l'obligation éventuellement de négocier. Donc, bien évidemment, des difficultés importantes. Un risque sur le climat social. À chaque fois qu'il y a des bulletins de paye qui sont erronés, on est dans une situation de doute. Les salariés, il suffit qu'un bulletin soit faux, que le salarié en parle à ses collègues. Très vite, on a une psychose dans l'entreprise en disant « bah oui, mais nous, les bulletins, est-ce qu'ils sont justes ?» Et derrière, on va aller, évidemment, voir, poser des questions, éventuellement, pourquoi pas, consulter l'inspection du travail pour savoir si son bulletin est juste. Donc, cette dégradation du climat social peut être, évidemment, un risque important. Surcoût en matière de salaire, surcoût en matière de charges, on ne calcule pas correctement les cotisations, on ne bénéficie pas de la réduction X ou Y, Fillon ou autre. Évidemment, on a donc des charges, des charges au sens comptable du terme, dans son compte de résultat qui ne sont pas forcément correctes parce qu'on n'a pas, évidemment, estimé correctement le niveau de la masse salariale. Quelquefois, des manques à gagner pour l'entreprise qui ne récupère pas correctement ses indemnités journalières en cas de subrogation, parce que le dossier comptable est complexe à suivre. Il faut évidemment vérifier à chaque fois qu'on encaisse bien les indemnités que l'on doit recevoir. Si ce n'est pas le cas, revenir auprès de la sécurité sociale pour corriger. Le salarié n'a pas forcément envoyé son arrêt de travail. Enfin, cet aspect-là est relativement lourd. Et puis surtout, ce qui est le plus important et ce qui n'est pas visible, évidemment, ce sont les coûts cachés au niveau de la fonction paye.
parce qu'effectivement, il y a de l'énergie, du temps passé, investi sur cette fonction, du temps entre guillemets excessif, à mon sens, qui peut effectivement être gagné si on automatise, si on améliore les processus et l'organisation globalement de cette fonction. Nos interlocuteurs habituels, évidemment, sur ces aspects sont le ou la DRH. Et ils sont souvent très inquiets parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout l'aspect paye. C'est un domaine évidemment extrêmement technique, donc ils n'ont pas forcément la compétence, la connaissance du domaine de la paye. Donc souvent, ils voient que leur service, le service paye fonctionne plus ou moins bien, mais ils sont incapables d'identifier effectivement la source de ces dysfonctionnements. Donc ils nous disent, voilà, moi je ne suis pas sûr de la fiabilité de la paye, je ne suis pas sûr que ce soit juste, il y a des salariés qui se plaignent, les payes sont fausses, mais je sais pas, et je suis incapable d'apprécier si c'est exact ou pas, si le pourcentage de payes fausses est correct ou ne l'est pas. Il voit bien effectivement que les services sont très débordés parce qu'en matière de paye, il y a des goulots d'étranglement. La paye, ça se fait évidemment en fin de mois. Derrière, il faut enchaîner les cotisations. Donc un temps effectivement consacré à l'établissement de la paye qui est réduit. Donc sans une bonne organisation, on va avoir un vrai souci à ce niveau-là. Il ne sait pas si ses collaborateurs sont compétents ou pas. Il n'a pas de grille, j'ai envie de dire, d'appréciation. S'il y a les bons outils en matière d'hommes, entre guillemets, les bons outils informatiques, est-ce que mon logiciel de paye est correct? Est-ce que mon logiciel de gestion des temps, c'est le bon? Est-ce qu'il correspond effectivement à mes besoins ou pas? Est-ce que je fais le décalage de mes variables de paye? Est-ce que c'est correct ou pas? Est-ce que je décale suffisamment? Question relative au planning. Beaucoup de turnover au niveau des équipes de paye, parce que c'est un job relativement stressant, difficile, exigeant en matière de résultats, d'efficacité. Il trouve que la paye, effectivement, ne fait que la paye. Il fait trop la paye, entre guillemets, c'est-à-dire ne produit pas des données qui peuvent être exploitées, effectivement, qu'il ne peut pas exploiter lui ou la fonction RH. Il a souvent des doutes quant aux données qui sont transmises, et souvent elles sont confortées par le service financier, par le DAF, qui dit « oui, mais moi je suis incapable de recoller la comptabilité et la paye », parce que, effectivement, il y a des divergences, notamment en matière de base, donc beaucoup de difficultés à recaler les informations. Encore plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec la DSN, on a beaucoup de services financiers incapables de pointer les comptes sociaux, parce que d'un côté, on a calculé quelque chose dans la paye, de l'autre côté, l'URSSAF a fait un prélèvement qui ne correspond pas du tout, et ça fait en gros 2 ans que les comptes sociaux partent à la dérive, et on est assez impuissant, entre guillemets, par rapport à cela, et le DAF commence à s'inquiéter, en disant on va aller jusqu'où, et quand est-ce qu'on va récupérer éventuellement les trop versés qu'on a pu verser. Et globalement, il n'est pas sûr d'avoir une bonne organisation, et va nous demander effectivement quel est notre avis, notre jugement sur son organisation. Et des fois, en désespoir de cause, il dit « Allez, c'est bon, la paye, je ne gère pas, c'est trop compliqué, donc allez, je vais confier cette fonction à l'extérieur de l'entreprise. » D'accord ? Et souvent, moi, je lui dis « Je ne suis pas sûre que ça marche mieux. » Parce qu'on ne se débarrasse pas de la paye, entre guillemets. C'est pas parce qu'on va la confier à un prestataire extérieur, si on ne met pas en place les conditions dans l'entreprise pour que l'externalisation fonctionne bien, on va éliminer un problème, mais on va en régénérer un second. Donc, pour
répondre évidemment à toutes ces questions, Gérezo a mis en place 2 prestations d'audit qui sont complémentaires l'une à l'autre. La première concerne l'audit de conformité de la paye. C'est Alain qui va vous en parler. L'objectif, c'est de s'assurer évidemment que les règles légales, conventionnelles, les accords d'entreprise sont respectés et sont bien traduits évidemment dans la paye. Et puis s'assurer évidemment que les cotisations sociales qui sont payées sont correctes, de manière à se rassurer. La deuxième prestation complémentaire à la première, c'est un audit d'organisation du service de paye, c'est moi qui vous en parlerai tout à l'heure, et l'objectif c'est de s'assurer évidemment que les processus, l'organisation actuelle de l'entreprise est bien adaptée à l'entreprise, détecter ces zones de risque, parce qu'effectivement il manque à certains moments des contrôles, il manque à certains, le processus n'est pas totalement optimal, et surtout pour moi, je pense que c'est la dernière réponse qui est importante, chercher des pistes d'optimisation, des pistes de simplification dans l'entreprise. On vit avec des processus qui sont anciens, qui sont peut-être dans certains cas un peu dépassés et qu'il faut effectivement remettre au goût du jour, aux techniques actuelles. Et vous verrez qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Alain ? Merci Sylvie. À moi de jouer. Donc la première réponse que Gérezo vous apporte, c'est l'audit donc, de conformité. Alors je reprends ce que disait Sylvie sur les enjeux en quelques mots. Il va s'agir donc de vérifier la conformité donc, de la paye au regard aussi bien des règles externes qui s'imposent à nous, la réglementation légale, les conventions collectives, mais également les accords d'entreprise. L'audit permettra donc de réaliser un diagnostic des éventuelles anomalies, on va en reparler bien sûr, mais également, il ne se concentre pas que sur le bilan, sur l'état actuel, mais également à apporter des préconisations pour les correctifs qui permettraient de retrouver, on va dire, le bon chemin. Je voulais rajouter à ce que disait Sylvie. En paye, on a, je trouve, par rapport à d'autres métiers, un autre facteur qui peut quelquefois nous écarter un peu justement de la réglementation, c'est que généralement, la grande majorité des gestionnaires de paye aujourd'hui sont des personnes qui ont appris en fait sur le tas. C'est-à-dire qu'on est dans un métier dans lequel il y a très peu de formation initiale. Quelques formations, heureusement en alternance, sont développées depuis quelques années, mais on n'a pas de back pay. On compare souvent la paye à la compta, mais autant en compta au niveau de l'éducation nationale, on a une offre de formation plurielle, compétente, intéressante, et bien structurée, autant au niveau paye, on n'a quasiment rien. Donc on se retrouve avec des gens dont ce n'est pas toujours forcément la formation première, qui ont appris sur le tas, souvent d'ailleurs sur du bouche à oreille. C'est-à-dire que je suis nouveau dans ce métier, je suis formé alors, par Gérezo, bien sûr, mais également surtout par mon collègue qui va effectivement me donner les informations. Et les informations, c'est plus souvent sur l'utilisation d'un outil et sur les réglementations conventionnelles, même accord entreprise, et pas trop en fait sur le légal. Donc en termes de contrôle paye, puisque c'est des éventuels problèmes ou des doutes sur notre contrôle paye qui vont des fois régulièrement générer en fait des demandes d'audit, on se retrouve avec finalement des personnes à qui on donne de plus en plus de paye à contrôler. Les gestionnaires de paye dans les entreprises clientes de Gérezo ont à leur charge entre 400 et 2000 payes par mois. Alors à mon époque, au siècle dernier, quand on contrôlait la paye, on demandait aux gestionnaires de paye en fait, ils passaient les bulletins de paye un par un. Alors avec un œil plus ou moins expert, on imagine bien quand on arrivait aux 399 bulletins de paye, on n'avait pas le même regard que sur le premier, ce qui est tout à fait normal. Et ça prenait effectivement une grande partie d'activité, c'était d'abord de la saisie, bien sûr, et ensuite du contrôle, où là encore, on contrôlait sur ce qu'on connaissait, donc majoritairement le brut, le haut du bulletin de paye, et un petit peu le bas, toute la partie du milieu, la partie cotisation, elle n'était pas toujours maîtrisée, et puis entre nous, un peu compliqué aussi à contrôler pour beaucoup de gestionnaires de paye. À aujourd'hui, un contrôle qui se fait différemment dans chaque entreprise. Il n'y a pas de règles de contrôle, chaque entreprise se fait ses propres contrôles de paye. Ça va de l'échantillonnage, où on va contrôler quelques payes avec des alertes sur des salaires qui dépasseraient tel niveau, ou des bruts négatifs ou des nets négatifs, sur lesquels effectivement le gestionnaire de paye va avoir un contrôle un peu plus pointu, une vue plus acérée, on va dire, avec quelquefois on leur demande quelques alertes sur des réductions générales de cotisation dont les montants, ou des régules de GMP dont les montants leur sembleraient un petit peu farfelus, fantaisistes. Elles ne sont pas toujours, mais ne connaissant pas toujours bien la réglementation,
finalement, on se retrouve avec des anomalies qui n'en sont pas toujours. Et du coup, ça entraîne pas mal d'interrogations, pas mal de questions. Et très souvent, les responsables paye se retrouvent avec des gestionnaires qui font le maximum, évidemment. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le travail des gestionnaires de paye, mais à qui on demande de plus en plus de paye, on leur demande de plus en plus de contrôles, sans avoir forcément la certitude que les contrôles sont correctement faits. Alors, en ce qui concerne donc, la partie audit de conformité, souvent, c'est comme Sylvie nous le disait, on est contacté par un responsable paye ou un ou une, évidemment, je parle de la fonction, ou un ou une DRH qui a quelques doutes sur la conformité de ces bulletins de paye, suite à quelques réclamations de salariés, suite au passage d'une administration, je pense notamment l'inspecteur URSSAF, qui va être un peu notre auditeur externe sur une partie de nos payes, évidemment, sur la partie cotisation. Et c'est quelquefois dans ce contexte-là donc, que GRéseau est sollicité pour, en ce qui concerne ma partie, c'est-à-dire l'audit de conformité, donc faire un état des lieux, un bilan sur l'exactitude de la paye générée par l'entreprise. Alors, concernant en fait, la proposition de GRéseau donc, sur les audits de conformité, en fait, on est sur... alors, on va le voir, c'est-à-dire que pour l'audit, on peut effectivement faire un audit général sur la conformité de l'intégralité de la paye, ou alors sur une partie. Ça peut être, par exemple, je me souviens avoir fait des audits sur la réduction générale de cotisation. C'est-à-dire qu'on va juste contrôler si le logiciel de paye est correctement paramétré sur ce point-là. Ou ça peut être également un audit sur la gestion de la maladie, par exemple, avec les JSS, le contrôle de la garantie sur le net, dans le respect des maintiens de salaire prévus par les conventions collectives. Donc ça peut être des audits qui vont être soit sur un point bien particulier que souhaite vérifier l'entreprise, ou alors ça peut être quelque chose de plus général, un audit sur l'intégralité en fait, de la conformité de la paye. Donc on fait en fait à la carte en fonction de ce que demande l'entreprise. Alors, en ce qui concerne donc, notre procédure, on divise ça toujours en 3 étapes. Une première étape qui va s'articuler autour du lancement et l'organisation de la mission. Donc là, ça consiste, on va le détailler dans quelques instants, entre un échange en fait, entre GRéseau et le consultant en charge de la mission et l'équipe RH Paye, justement sur le périmètre de la mission, sur la population contrôlée, sur également la période, est-ce qu'on est sur plusieurs années, sur quelle année, sur également est-ce qu'on est sur toute entreprise ou quelques établissements. Ensuite, la deuxième étape, donc ça c'est l'étape la plus longue, c'est l'analyse documentaire et l'analyse des pratiques, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que se réalise concrètement l'audit. Donc là, c'est le travail du consultant GRéseau, en partenariat toujours, c'est extrêmement important, avec l'entreprise sur le contrôle de la paye. Je vous expliquerai de quelle façon on procède, évidemment. Et puis la dernière phase, la rédaction du rapport de mission et la restitution auprès donc, de l'entreprise, c'est-à-dire le livrable, le document qu'on va livrer à notre client, à l'entreprise, avec, comme on le disait précédemment, donc, les anomalies éventuelles, il n'y a pas toujours des anomalies non plus, et également, s'il y en a, donc les préconisations, c'est-à-dire quelle est l'anomalie, un rappel de la règle à chaque fois, pour expliquer effectivement le point qui semblerait, qui est mal géré par l'entreprise ou l'outil. Des fois, les problèmes viennent des outils, pas forcément de l'entreprise. Et puis le correctif à apporter, c'est-à-dire quels sont les points sur lesquels il faudrait effectivement changer la situation actuelle pour que l'entreprise retrouve la bonne règle. Et si l'entreprise également le demande, ce qu'on fait aussi quelquefois, c'est à chaque anomalie le risque associé. C'est est-ce qu'on a un risque vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis des partenaires sociaux de l'entreprise, vis-à-vis de l'inspection du travail, et éventuellement, avec le chiffrage éventuel également du risque. Tout ça sont des options qu'on peut trouver dans l'offre GRéseau. Alors, sur justement cette première phase de l'audit, c'est-à-dire le lancement et l'organisation de la mission, alors, sur cette première phase, on appelle la phase de cadrage donc, de la mission, je vous masque à chaque fois, non, ça va ? Bon, le tableau. Donc, échange entre l'équipe RH et paye de l'entreprise et le consultant GRéseau. Alors, j'ai mis RH et paye puisque quelquefois, l'audit n'est pas forcément commandité par le service paye ni le ou la responsable paye, mais quelquefois par le ou la DRH, évidemment. Donc, quelquefois, c'est avec, l'aide du service paye, quelquefois, alors c'est pas caché au service paye, mais l'interlocuteur est plutôt le DRH. En tout cas, nous, en ce qui concerne les consultants, on a besoin d'un interlocuteur unique, c'est-à-dire pour pas que l'information soit diffusée.
pas pour des histoires de secret, mais uniquement pour être sûr de la qualité de l'information, puisque durant en fait, toute la phase de travail, la phase numéro 2, il y aura régulièrement, on en parlera tout à l'heure, eh bien des échanges entre le consultant GRéseau qui aurait besoin d'autres informations, de précision sur le recueil des informations qu'il aura eues durant la première phase, afin de pouvoir bien comprendre les pratiques de l'entreprise. Donc, dans cette première phase, il va s'agir justement de se mettre d'accord avec la personne de l'entreprise en charge de la mission pour connaître le contenu des rubriques qui vont être contrôlées. Est-ce qu'on est sur un audit tout simplement global, intégral de l'ensemble de l'entreprise, de toutes les parties de la paye, de toutes les composantes de la paye, ou alors sur un contrôle de conformité uniquement sur un point ou plusieurs points bien précis. Donc cette phase de cadrage va permettre de déterminer cette partie-là. L'autre chose importante, et ça va jouer sur la durée de la mission et indirectement bien sûr sur le coût de la mission, est-ce qu'on fait une mission, est-ce qu'on fait un audit sur l'intégrité de la paye de l'entreprise? C'est-à-dire qu'il y a une entreprise de 800 salariés, est-ce qu'on va contrôler les bulletins de paye de 800 salariés? Et sur quelle durée? 800 salariés sur 3 ans, 800 x 12 x 3. Donc ça va demander effectivement un certain volume d'heures à consacrer à cette entreprise, ou plutôt sur un échantillonnage. C'est-à-dire que là, et justement, dans cette première phase, le travail avec la personne en charge de la mission de l'entreprise va être primordial. Il va falloir justement déterminer un échantillonnage qui va être le plus représentatif de l'entreprise. Par exemple, tout simplement, prendre des cadres, des non-cadres, enfin chaque statut différent, des salariés malades, des salariés en congé maternité, enfin tous les cas de départ évidemment. C'est-à-dire donc pour chaque élément que l'on veut contrôler, eh bien, choisir avec la personne de l'entreprise, eh bien, cette population test, cette population témoin, qui nous permettra effectivement, sans faire un contrôle donc, de l'intégrité de la paye, eh bien, pouvoir tirer donc, de cet échantillonnage donc, des conclusions sur la conformité ou pas eh bien, de certains points réglementaires. Et puis, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, les périodes contrôlées. Est-ce qu'on contrôle en fait sur l'année écoulée, sachant qu'en paye, il est quand même bon d'avoir une visibilité sur l'année civile, et forcément, pour nos histoires de régularisation, par exemple de réduction de charges, de GMP, entre autres, ou est-ce qu'on est sur 2 ans, sur 3 ans? Est-ce qu'on veut se prémunir ou contrôler, être sûr de soi avant l'arrivée de l'inspecteur URSSAF? Alors, ce qui est quelquefois intéressant, je me souviens d'une ou 2 missions où l'entreprise n'avait pas été contrôlée par l'URSSAF depuis quelques années, depuis plus de 3 ans, plus que la prescription. Donc on a fait un audit avec elle. Alors, vous allez voir, je ne vais pas pouvoir le chiffrer, mais donc on a eu des conclusions, bien sûr, suite à la mission. Effectivement, certains éléments étaient mal gérés. Et quand l'inspecteur URSSAF est arrivé peu après, quelques années après, l'inspecteur URSSAF, en fait, a été sensible au fait que l'entreprise ait demandé un audit sur la paye et, entre-temps, corrigé les anomalies existantes, puisque l'inspecteur URSSAF a révélé des choses qui avaient été qui étaient ressorties suite au contrôle, suite à l'audit de GRéseau. Et ça a permis d'amoindrir un petit peu, selon le client, donc la facture vis-à-vis de l'URSSAF. Donc l'inspecteur URSSAF a également un œil, parce que ça lui permet également à lui de gagner du temps. Son contrôle d'inspecteur URSSAF ont besoin de gagner du temps, puisqu'ils ont un certain nombre de missions à faire sur l'année. Donc il a eu un œil un peu plus, on va dire, tolérant sur certaines anomalies, puisque l'entreprise a joué franc jeu et a donné directement le rapport de l'audit à l'inspecteur URSSAF. Enfin, une partie, quand même, une partie. Alors, cette première phase-là, elle est primordiale. Elle est primordiale, en fait, dans l'audit. C'est la phase la plus importante. Et notamment, enfin, également, plutôt, dans cette partie-là, c'est-à-dire le recueil des documents. Ça veut dire que pour pouvoir, évidemment, faire un audit qui soit le plus révélateur et le plus pertinent, encore faut-il avoir les bonnes informations. Évidemment. Donc ça veut dire que lors de cette phase de cadrage, c'est à ce moment-là, en fait, alors à travers un questionnaire ou à travers un échange tout simplement avec la personne en charge de la mission de l'entreprise, eh bien que vont être choisis les documents qui vont permettre de faire le contrôle. Donc ça va bien sûr de la livraison des bulletins de paye, dématérialisés, je vous rassure, en passant par évidemment tous les textes réglementaires internes, les accords NAO, les accords sur le temps de travail, la convention collective, qu'on trouve évidemment par ailleurs, et puis également, une chose importante, ce sont les usages. Les usages, on est alors peut-être de moins en moins dans les grandes entreprises, mais dans beaucoup d'entreprises, on est encore beaucoup sur en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la transmission orale, avec des choses non écrites, et donc pas mal d'usages perdurent. Et donc les usages, justement, vont être révélés par le contrôle URSSAF, vous voyez, le contrôle, l'audit de conformité. Donc c'est également un bon moyen, on en reparlera, ça peut être justement aussi un des intérêts de l'audit de conformité, c'est de sortir, c'est peut-être une première étape
pour l'ébauche, l'établissement en fait, d'un livre de paye, d'un référentiel paye, qui permettrait justement de référencer tous les usages qui justement, c'est le principe de l'usage, n'étaient écrits nulle part, et qui sont primordiaux évidemment dans la bonne compréhension et la bonne gestion de la paye dans une entreprise. Et beaucoup d'entreprises comportent, même si ça tend à se diminuer, un nombre d'usages certain. Donc voilà, c'est cette partie recueil de documents qui est important, avec la personne dans l'entreprise. Comme je vous ai indiqué ici, donc c'est généralement un questionnaire qui permet de faire une première ébauche, et ensuite, là aussi c'est un choix, soit le formateur, le consultant se déplace dans l'entreprise et on voit effectivement sur place quels sont les documents dont on a besoin, donc c'est-à-dire qu'on va aider, on va accompagner le client à récupérer donc les informations, ou alors tout peut se faire également par distance, évidemment, par téléphone. Ensuite, cette personne qui sera désignée par l'entreprise, c'est la personne donc, qui sera toujours en contact pendant toute la durée de l'audit avec le consultant G-Réseau. C'est-à-dire que toutes les questions qui peuvent permettre au consultant en fait, d'exercer son travail passeront forcément par cette personne-là qui éventuellement sous-traitera ce travail de recueil au cours de l'audit auprès d'un collaborateur paye. Mais ce sera le seul et l'unique en fait, interlocuteur du consultant. Voilà. Ça c'est important pour ne pas diffuser l'information, pour que tout reste au sein d'une seule et même personne. Alors, la deuxième phase ensuite, l'analyse documentaire, ça c'est le travail donc, du consultant, en y associant quand même de près le responsable paye ou RH. C'est-à-dire que durant cette phase la plus longue, c'est le consultant G-Réseau qui va travailler. Alors, ça peut être sur site, rares sont les entreprises qui nous le demandent, même si quelquefois on peut se déplacer une ou deux fois dans l'entreprise à la demande bien sûr, et ça pose évidemment qu'un problème à la demande du client. Sinon, c'est généralement en back-office, ou à partir donc, de tous les documents qui ont été fournis et qui continuent à l'être, puisque comme je vous l'indiquais, on peut très bien au cours de l'analyse documentaire demander à la personne de l'entreprise de continuer de nous envoyer des documents parce qu'on a besoin de précision. Il m'arrive très fréquemment dans les audits de conformité donc, que je réalise, au cours bien sûr de mon travail, de contacter par mail, les gens ne sont pas forcément contactables facilement par téléphone, mais contacter par mail en fait, l'interlocuteur en lui demandant donc, telle précision sur tel point, ou par exemple d'autres bulletins de paye sur des situations analogues, pour bien vérifier si l'échantillonnage, malgré tout, s'est avéré être, entre guillemets, je suis tombé sur un cas d'exception et non pas sur une généralité. Donc, quelquefois, je me permets de demander à la personne de l'entreprise donc, de, justement, me confirmer cette pratique par l'envoi d'un autre bulletin de paye ou d'autres documents de salariés qui seraient dans la même situation, justement, pour vérifier si c'est un hasard, si c'était vraiment un cas exceptionnel, ou alors on est sur une pratique qui perdure dans l'entreprise. Donc, durant cette phase, souvent, donc, comme je vous disais, donc, en back-office, ça va durer un certain temps. Tout dépend, bien sûr, de la demande du client. Est-ce qu'on est sur un échantillonnage? Quelle est la période qui va être contrôlée? Plusieurs mois, plusieurs années, on voit tout ça. Les différences importantes en fonction des entreprises, puisque pour certaines entreprises, vous allez avoir plusieurs établissements, des fois avec des règles différentes, des fois ce sont des groupes, donc avec plusieurs entreprises aussi. Certaines entreprises n'ont pas une multitude de statuts. On peut avoir une entreprise avec principalement des ingénieurs et cadres, par exemple. À l'inverse, on peut avoir des entreprises avec des statuts très différents, qui vont de l'ouvrier en passant par l'agent de maîtrise, le cadre, les dirigeants, et puis au sein des salariés, bien sûr, depuis les 35 heures, une multitude de gestion des temps différents, entre ceux qui sont en annualisation, la production qui est en modulation, les forfaits jours, pour lesquels on a bien sûr, comme vous savez, une gestion particulière, les cadres dirigeants. Donc, effectivement, ça peut être, en termes de durée, très, très, très différent en fonction donc, de l'entreprise qui va être auditée. Voilà, donc description donc chaque éventuelle anomalie qui serait née en fait de l'audit est analysée de la façon suivante. Donc d'abord, description des pratiques, c'est-à-dire que quand je m'aperçois qu'un point réglementaire est mal géré par l'entreprise, d'abord on décrit, en annexe, en joignant donc justement l'illustration, le bulletin de paye par exemple, adéquate. Donc j'écris effectivement ce qui ne va pas. Ensuite, analyse au regard de la règle légale et conventionnelle. Je rappelle ensuite la règle. La règle, alors légale, si c'est du légal qui est mal pratiqué, on est plutôt sur des règles conventionnelles qui seraient plutôt quelquefois mal pratiquées. Donc, je rappelle donc la règle conventionnelle ou l'usage, enfin la règle conventionnelle, en mettant donc en annexe également l'extrait de la convention collective qui indique que tel point doit être géré de telle façon. Et puis, bien sûr, la préconisation. Alors, préconisation, ça peut être tout simplement
se remettre dans les clous, c'est-à-dire appliquer la bonne règle, ou alors la préconisation, ça peut aller jusqu'à changer de logiciel de paye. Non, pas toujours, pas forcément changer de logiciel de paye, mais des choses effectivement un peu plus importantes que le simple rappel de la règle. Et quelquefois, on se rend compte, et c'est là où il y a des liens très étroits avec les deux offres qui sont complémentaires, c'est que quelquefois on se rend compte que pour se remettre dans le droit chemin par rapport à la réglementation, on est des fois, la correction peut en fait passer par un changement d'organisation, avec une diffusion d'informations d'un service à un autre, où on voit quelquefois, bon, il n'y a pas de cas idéal, mais je vois encore dans des entreprises, quelquefois, des organisations qui sont très différentes. Certaines entreprises ont un gestionnaire de paye qui va faire la paye de A à Z, et dans d'autres entreprises, dans le service paye, vous avez la personne spécialisée dans la gestion de la maladie, la personne spécialisée dans la gestion de la rupture du contrat, la personne qui va être en charge de contrôler les cotisations sociales. Donc vous avez des super spécialistes, mais quelquefois la formation est un peu diffuse, quelquefois le spécialiste il est malade, ou parti, ou absent tout simplement. Donc là, quelquefois, oui, c'est l'organisation en elle-même du service qui est peut-être à auditer ou à revoir. Ça peut être une des pistes, donc une des préconisations d'amélioration donc, en rapport direct avec la conformité de la paye. Ça arrive régulièrement. Hop. Alors, justement, des exemples d'éléments contrôlés. Alors, là, je vous ai mis, en fait, vous allez voir dans les 3-4 pages là, qui arrivent, un exemple en fait, de contrôle sur l'intégralité de la paye, sachant que, bien sûr, on peut évidemment imaginer un audit sur qu'une partie ou certaines des parties qui sont indiquées ici. Alors, première chose, quand je reçois les documents, notamment les bulletins de paye de la part du client, c'est la vision globale. C'est-à-dire que, alors, dans des très grandes entreprises, bien sûr, les risques sur le premier point sont moindres, mais n'empêche que j'ai besoin de vérifier la validité des accords d'entreprise. Regarde la législation en vigueur sur les accords de participation, compte épargne-temps, accords sur le temps de travail, mutuelle, prévoyance. Évidemment, vis-à-vis du contrôle URSSAF, l'inspecteur URSSAF va regarder notamment les contrats de mutuelle prévoyance, mutuelle et clause d'exclusion. Est-ce que mon salarié à qui je n'ai pas que je n'ai pas affilié à la mutuelle obligatoire d'entreprise, est-ce qu'on était bien dans un cas d'exclusion prévu par les textes ou prévu par justement l'accord entre l'entreprise et la mutuelle. Ensuite, vérification de la présentation des bulletins de paie, conformité à la législation en vigueur, étude des rubriques. Oui, il y a les mentions obligatoires. Alors avec la clarification du bulletin de paie, on voit effectivement que certaines rubriques ont changé. Je vois pas mal, d'ailleurs, certaines entreprises qui ont oublié de mettre, vous savez, une nouvelle mention obligatoire, www.service-public.fr, qui est une mention obligatoire sur tous les bulletins de paie aujourd'hui, pour les entreprises de 300 salariés plus. Bon, ça paraît tout bête, mais mention obligatoire manquante, 450 € de contravention. Bon, qui va se plaindre parce qu'il manque sur son bulletin de paie www.service-public.fr? Personne, à part quelqu'un qui en voudrait à l'entreprise. Je ne sais pas. Donc, vision globale également, net API, net imposable. C'est-à-dire que le premier contrôle est un contrôle visuel sur les bulletins de paye, et je ne peux pas m'empêcher, peut-être une déformation, de calculer rapidement le net imposable pour savoir s'il est bien effectivement déterminé. Ce qui est quand même le cas, rassurez-vous. Mais ça mérite contrôle. Voilà, donc ça c'est une première vision globale. Et justement, tous ces documents que je n'ai pas cités tout à l'heure, c'est-à-dire les accords de participation, CET, temps de travail si je l'ai cité, mais également les contrats mutuels, prévoyance, retraite supplémentaire pour les personnes qui en ont, des 83 ou 82, pourquoi pas, eh bien, font partie en fait de la liste des documents que le client, l'entreprise, devra donc nous fournir. Alors, sur la partie éléments constitutifs du salaire, là, on est d'abord sur un respect donc, des minima, et on voit quelquefois que ça peut arriver, les minima conventionnels notamment ne sont pas toujours respectés, je vous assure qu'on le voit de temps en temps. Vérification des avantages en nature, alors là aussi, cette partie avantage en nature, là c'est quelque chose des fois un petit peu délicat, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a, est-ce que l'avantage en nature est correctement calculé? Là on est vraiment dans du contrôle de conformité par rapport à des règles édictées par l'URSSAF. Mais on est également sur un autre aspect, là qui est également plutôt contrôle URSSAF aussi, c'est est-ce que j'ai bien, en fait, est-ce que j'ai bien détecté dans mon entreprise tous les avantages en nature? C'est-à-dire qu'on va me donner l'information, on va me donner des bulletins de paye avec des avantages en nature, on va m'expliquer la règle qu'utilise l'entreprise pour les valoriser, pour les mettre sur les bulletins de paye, mais est-ce qu'on est sûr que tous les salariés qui bénéficient d'avantages ont bien sur leur bulletin de paye un avantage en nature? Est-ce que le salarié qui a une voiture, qu'il appelle voiture de service, mais en fait dont il se sert
tous les jours pour aller travailler, pas de problème, mais qu'il garde également chez lui le week-end et les congés payés et pendant ses jours de RTT, est-ce que pour lui, on a bien pensé, malgré le fait qu'on parle davantage de véhicules de service, est-ce que pour lui, on a bien pensé qu'il y avait un risque réel, et même certain, de se faire redresser par l'URSSAF, parce que pour lui, on n'applique pas en fait, d'avantage nature sur son bulletin de paye, alors qu'en fait, il a réellement un avantage nature, même si le véhicule qu'il utilise, on l'appelle véhicule de service. Voilà, puis avantage en nature également, on peut en avoir sur plein de domaines, sur est-ce qu'on s'est bien couvert vis-à-vis de l'utilisation des matériels, des nouvelles technologies. Est-ce que l'ordinateur portable que le collaborateur garde toute l'année à la maison, il vient travailler avec évidemment, mais le soir, le week-end, congé payé, est-ce que le téléphone portable fait bien l'objet d'un avantage en nature, ou alors est-ce que l'entreprise a bien mis en place le document qui permettrait de s'exonérer de l'avantage en nature, hein, un document sur les nouvelles technologies. Bon. Ensuite, prime majoration, là aussi évidemment, le déclenchement de la prime. Est-ce qu'on respecte bien la règle en ce qui concerne l'abattement de la prime en cas d'absence, par exemple? Est-ce que le salarié a droit à un prorata s'il part en cours d'année? Est-ce qu'on est... Alors là, typiquement, sur ces prorata en cas de départ en cours d'année, sur certaines primes annuelles, on est très très souvent sur de l'usage. Hein, très souvent sur de l'usage. Durée du travail, alors ça c'est un poste qui peut faire l'objet en lui-même hein, d'un audit de conformité, puisque bon, j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir, on voit effectivement aujourd'hui une multitude en fait, d'organisations différentes au sein même d'une même entreprise, hein, avec des fois des salariés qui ont la possibilité dans certains accords de passer de 39 heures avec 20 RTT l'année suivante, ils repassent à 37 heures avec 12 RTT, puis en fait ils changent d'avis en cours d'année, ils vont repasser... Enfin, ça devient effectivement... Est-ce qu'on a bien calculé leur nombre de jours de RTT? Bon, ça devient des fois un petit peu compliqué. Et puis, le contrôle du passage en paie des différentes primes et indemnités, conformément aux accords d'entreprise, à la loi ou aux conventions collectives, hein, on l'a déjà évoqué. Donc ça, c'est la partie sur les éléments constitutifs du salaire. Voilà. Alors, on revient très rapidement, puisqu'on en a parlé, sur la définition du salaire brut. Hein. Là aussi, est-ce que l'entreprise cotise bien, fait bien cotiser les salariés sur le brut sécu? Est-ce que tous les éléments sont bien inclus? Voilà, vérification de la conformité des éléments soumis exonérés de cotisation, hein, notamment pensons à tout ce qui est indemnité de rupture du contrat de travail, avec des licenciements, avec des licenciements et des transactions derrière, où là, on a des fois des entreprises qui ont des pratiques qui semblent un peu originales, avec je vois des ruptures conventionnelles, puis après une transaction après une rupture conventionnelle. Mais sur quoi porte la transaction? Puisque on a dit aux techniciens paie que de toute façon, après, quand on avait une transaction, la somme était forcément exonérée de cotisation, d'impôts, de CSG. Ah bon? Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas. Mais sur quoi porte la transaction? Donc on va avoir des réponses différentes entre une transaction qui porte sur le motif de la rupture. Oui, mais après une rupture conventionnelle, ça paraît bizarre quand même. Oui, hein, c'est un peu bizarre. Ou en fait, une transaction après une rupture du contrat de travail qui porte sur un élément de salaire tel que des congés payés qui n'auraient pas été payés il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc des fois, on n'a pas toujours toute cette finesse de règles maîtrisées dans l'entreprise. C'est des choses qu'il va falloir évidemment vérifier. Donc là, en termes de documents, on a besoin des transactions, hein, tout simplement. Comme le service paye a besoin de voir les transactions pour voir ce qui est marqué dedans et pour correctement donc, gérer leur régime social et fiscal. Et puis, contrôle de la pratique des frais professionnels. Et c'est pour ça que très très souvent, quand on a cette partie-là dans l'audit, on va avoir besoin également de la collaboration du service comptabilité, puisqu'on voit bien sûr très généralement, majoritairement, les entreprises aujourd'hui qui, en fait, ne passent plus hein, les frais pro sur les bulletins de paye. Hein, c'est la compta qui va opérer un remboursement ou une prise en charge. Donc, on a besoin de connaître les pratiques de l'entreprise à ce sujet-là. Hein, et la compta va être sollicitée, mais encore une fois, par le seul intermédiaire de la personne dans l'entreprise, hein, du service paye ou RH, hein, qui, elle, cette personne, donc, contactera son ou sa collègue du service compta. Et puis, les cotisations sociales, qui devraient finalement ne plus être vraiment un sujet avec la DSN, puisque, en fait, on déclare des bruts, et c'est les bruts qui vont, effectivement, à travers la DSN, directement faire calculer automatiquement les cotisations sociales. Oui, mais il faut malgré tout les contrôler. Hein, on se rend compte que tout n'est pas toujours bien calculé sur les cotisations, même à travers la DSN. Donc, vérification des bases de cotisation et leur éventuelle régularisation. Alors, sur tout ce qui est régule annuelle de GMP, de réduction générale de cotisation, généralement, sur les régules de tranche, de plafond, généralement, ça se passe très bien, rassurez-vous. N'empêche qu'il faut quand même s'en assurer. Donc, on contrôle, on prend 2-3 salariés sur une année, d'où l'intérêt d'avoir un an de bulletin de paye pour pouvoir si l'entreprise, enfin, le logiciel de paye gère correctement ces éléments-là. Vous savez, tout bêtement, bon, là, je vais rentrer dans la technique quelques instants. Il y a des choses qui ne sont pas toujours bien faites.
Par exemple, vous savez, il y a des cas pour lesquels, pour les personnes qui sont en paye ici, le plafond de sécu est neutralisé. Hein. Pas de salaire entre deux échanges de paye, pas de plafond. Oui, mais quelquefois, le fait de donner du brut au salarié parce qu'on lui verse ce mois-là un rappel d'heures supplémentaires éventuellement, va déclencher un plafond. Puisque certains logiciels de paye, à partir du moment où ils voient du brut soumis à charge, ils déclenchent un plafond. Or, si on est sur ce genre de situation, c'est-à-dire pas de salaire entre deux échanges de paye parce que ça, il n'a pas travaillé, mais qu'on lui verse malgré tout un rappel de salaire d'une période antérieure, eh bien certains logiciels de paye déclenchent à tort, du coup, un plafond de sécurité sociale. Hein. Bon, donc c'est un exemple, justement, de paramétrage incorrect qu'on peut trouver quelquefois. Vérification des réintégrations sociales et fiscales, ça aussi, et on est sur les salariés qui ont les niveaux de revenus les plus élevés dans l'entreprise. Là aussi, est-ce que l'entreprise veut que ces hauts salaires fassent partie de l'audit ou pas? Voilà, on peut l'avoir bien sûr aussi en cas de départ en cours d'année pour les gens qui quittent l'entreprise. Bon, la réduction ex-Fillon, évidemment, les tranches et la GMP. Donc, on en a parlé. Est-ce que cette GMP est correctement calculée? Il est rentré en cours d'année, il est à temps partiel. Enfin, tous ces cas de prorata qui sont extrêmement importants pour la retraite, hein, puisque là, on parle notamment de retraite des salariés, et qui sont quelquefois pas toujours hein, bien gérés par l'entreprise. Alors, la partie suivante, elle est encore un peu plus délicate. C'est sur la partie suspension du contrat de travail, et notamment les premiers points, c'est-à-dire la gestion de la maladie, alors maladie, maternité, accident de travail, le temps partiel thérapeutique. Hein, je vois qu'il y a des spécialistes. Les cas terribles du salarié qui a un accident de travail, mais la Sécu, elle n'a pas encore décidé si c'était vraiment un accident de travail, donc elle envoie d'abord des IJSS maladie, et puis au bout d'un certain temps ou d'un temps certain, finalement, non, mais en fait c'était bien un accident de travail. Hein. Donc on vous envoie la régularisation des IJAT par rapport à l'IJ maladie, donc il faut reprendre le dossier, il y a le chef de paie qui arrive effectivement à faire ses rappels, ses régularisations, d'autres pour lesquels c'est un peu compliqué, où on laisse traîner le bébé pendant quelques mois, parce que on a 800 payes à faire à côté, et puis ce cas-là, le salarié, on lui a fait son maintien de salaire, tout va bien, il ne perd rien. Oui, sauf que nous, maintenant, ce n'est pas des maladie finalement, c'est des JAT, avec des incidences fiscales pour le salarié, hein, et puis nous, sociales, sur les cotisations, on est sur des J plus importantes, un maintien moins important, donc il faut régulariser. Et comme vous savez, hein, ces cas de maladie, ou de longue maladie, ou d'accident de travail, plus on laisse le temps passer, s'écouler, plus ça devient compliqué et long et un peu, enfin, on s'arrache quelquefois les cheveux de la tête pour pouvoir reprendre le dossier depuis le début et refaire en fait des régularisations, refaire tous les bulletins de paie comme si on l'avait bien fait depuis le début et faire le correctif avec des taux entre cotisations qui ont changé, enfin, des choses qui sont un peu délicates à gérer. Donc c'est un sujet en lui-même, hein, toute cette gestion de la maladie. Puis comme l'a dit Sylvie, les IJ, est-ce que j'ai un logiciel de paie qui fait le précalcul des IJ, est-ce que ça a été correctement précalculé? Est-ce que les régularisations entre ce qui était versé et ce que mon logiciel de paie a calculé ont été bonnes, sont bien passées en paye? Des salariés, tenez, maternité, une salariée part en congé maternité 3 mois après avoir reçu une prime importante, elle peut avoir des IGSS qui vont être supérieurs à ce qu'elle gagne habituellement, mais notre outil, nous, il fait un maintien de salaire avec la fameuse garantie sur le net. Eh bien oui, mais la garantie sur le net, elle va lui piquer de l'IJ à notre salarié. Donc du coup, finalement, elle va avoir moins d'argent que ce qu'elle aurait dû avoir, puisque notre logiciel de paye va lui assurer le même net à payer en maternité qu'en activité. Ben oui, mais si l'IJ, elle seule dépasse, donc l'IJ, c'est bien de l'argent qui appartient à la salariée, donc il faut lui restituer. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de voir ça au préalable? Oui, ben ça peut être, effectivement, il ne faut pas subroger. Oui, mais la DSN vous y oblige indirectement. Puisque dans ce cas-là, avec la DSN, pas de subrogation tous les 5 jours ouvrés après l'événement, alors que la subrogation permet de faire avec la DSN mensuelle, de tout regrouper aux 5 du mois suivant. Donc, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. L'avance de trésorerie en est un des inconvénients, et puis toute cette gestion-là. Les congés payés, hein, là aussi, on est quelquefois sollicité pour des audits très particuliers sur, effectivement, la base dixième. On a récupéré une nouvelle entité avec des primes bien particulières. On est un peu perdu entre la réglementation, la jurisprudence qui, effectivement, évolue régulièrement. Est-ce que cette prime-là, on l'inclut dans le 10e ou pas, notre 13e mois? Mais ce n'est pas un vrai 13e mois, en fait. On l'a forcément tous les mois, c'est une garantie annuelle, tous les ans. C'est une garantie annuelle de rémunération divisée par 13, dont 2 morceaux sont versés au mois de décembre. Est-ce qu'on analyse ça comme un vrai 13e mois, sachant que le 13e mois, on a le droit de l'exclure de la base 10e? On a une prime d'objectif, le bonus des cadres, on prend pas. Donc, avec... Oui, avec des jurisprudences récentes qui disent l'inverse de ce qu'elle disait il y a quelques années. Bon, donc tout ça fait qu'on est sur des situations complexes et quelquefois financièrement importantes, hein, pour les salariés. La gestion de la prévoyance, j'ai des salariés qui sont malades, on a un dossier prévoyance, la prévoyance intervient à partir de telle période. Déjà, est-ce qu'on le gère correctement?
Quelquefois, on se rend compte que les entreprises continuent à faire des maintiens de salaire alors qu'elles ont un contrat de prévoyance, mais qu'elles ne déclenchent pas toujours. Exemple, des fois sur le temps partiel thérapeutique, où il y a des entreprises qui font des maintiens de salaire alors que c'est marqué dans aucun texte externe, c'est peut-être marqué dans les accords d'entreprise, mais on est souvent dans l'usage. Mais quelquefois, on fait un maintien de salaire en temps partiel thérapeutique sur les droits à maladie, alors qu'on a en fait un contrat de prévoyance qui prévoit que dans tous les cas, il y aura sollicitation faite du contrat de prévoyance. Donc là, on dépense de l'argent de façon inutile, puisque la prévoyance est faite pour ça. Et puis, donc, tous ces maintiens de salaire. Alors, il y a quelques... Je ne sais plus quand c'était. Il y a 1 ou 2 ans, une entreprise, en fait, avait demandé un audit. En fait, c'était plus du conseil que de l'audit. C'était... L'entreprise considérait qu'il y avait trop d'arrêts maladie dans l'entreprise, un absentéisme en fait trop important, et avait décidé, avait questionné Gérézo pour savoir quel gain, pas quel gain, plutôt quelle économie serait réalisée par l'entreprise si elle passait d'un maintien de salaire net classique, le système qui fait que le salarié a la même rémunération nette en maladie et en activité, vis-à-vis du passage au maintien de salaire net strict, c'est-à-dire un maintien de salaire net de la même façon. Mais voilà, c'est-à-dire que le salarié va avoir la rémunération qu'il avait en activité sous déduction de l'équivalent de la CSG-CRDS sur les IJSS. Donc on avait estimé effectivement que l'entreprise, sur un an, économiserait autour de 500 000 €. Donc c'est des questions qui ne sont pas neutres, qui sont importantes, et ça peut avoir un impact également, évidemment, sur l'absentéisme, sur différents systèmes, et puis la possibilité, la possibilité de le faire légalement, évidemment. Et puis sur la conformité du remplissage des attestations de salaire employeur, quand vous avez encore des attestations de salaire employeur sous net entreprise, puisque toutes les entreprises, alors peut-être que vous c'est le cas, mais je vois encore beaucoup d'entreprises qui sont encore, à leur corps défendant, elles préféraient évidemment être en DSN événementiel, mais sont encore sous du remplissage sous net entreprise. On sera obligé de le risquer de listing, parce que pour ceux qui n'ont pas de numéro de sécu... Ah oui, en partie oui. Oui, mais évidemment l'administration pousse pour que vous soyez, pour la grande majorité des cas, sur la DSN événementielle. Et puis c'est un gain pour, si j'en parle sûrement, c'est un gain de temps certain. On préfère avoir effectivement, toutes les entreprises sont d'accord avec ça, avoir des gestionnaires de paye et des responsables paye qui passent du temps sur le contrôle que sur la saisie. Saisie, source d'erreur, évidemment, et puis par travail qui n'est pas forcément extraordinairement intéressant de passer sa journée sur la saisie. Alors on n'est pas encore sur le bouton magique, vous savez, en paye, j'appuie sur le bouton, et puis ça fait la paye. Si, pour certains responsables ou certaines personnes ne connaissant pas la paye. Voilà. Vous faites... Oui, non, mais j'ai bien compris. Alors, une partie également qui peut être sensible, vous imaginez, c'est sur la rupture du contrat de travail. Alors bon, typiquement, fin de CD, est-ce qu'il est normal ou pas de ne pas avoir donné d'indemnité de précarité à tel salarié? Rupture conventionnelle, licenciement, bon, on en a parlé. Rupture conventionnelle, ça se développe beaucoup, et comme vous le savez. On voit encore pas mal d'anomalies sur le régime social et fiscal, bien sûr, de l'indemnité, mais également sur le montant. On fait une rupture conventionnelle en juin pour quelqu'un qui va partir finalement au mois d'octobre. Et les salaires qu'on a mis, est-ce que finalement, si les salaires ont augmenté ou ont changé entre les 12 mois avant juin puis 12 mois avant octobre, est-ce qu'il faut recalculer? Comment faire? Est-ce qu'il y aurait un risque? Alors aussi sur la rupture conventionnelle, on voit pas mal d'entreprises qui se font redresser, par exemple quand elles font des ruptures conventionnelles avec des salariés qui sont en âge de bénéficier d'une retraite. Parce que dans ce cas-là, le régime social et fiscal n'est plus celui de l'indemnité de licenciement, mais celui du départ à la retraite, soumis à tout. L'inspecteur SAF, lui, il va regarder ça, il va voir tout ça. Transactions, j'en ai parlé. Et puis, contrôle de conformité légale et conventionnelle à l'établissement du solde de tout compte, indemnité de rupture, préavis, indemnité compensatrice de congés payés. Alors, là aussi, sur tous ces éléments-là, quelquefois, vous avez des négociations, évidemment, en termes d'indemnité de départ entre l'entreprise et puis le salarié qui va quitter la société. Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais la personne qui va négocier, quand il y a négociation, bien sûr, n'est pas forcément quelqu'un qui connaît les arcanes de la paye. C'est-à-dire qu'il arrive souvent en fait, que le service paye reçoive une information indiquant que monsieur machin, truc muche va partir, dans le cas d'une rupture conventionnelle, ou autre chose, mais il y a eu un peu plus d'argent versé que la simple application des textes conventionnels, et on donne au service paye l'information qu'il faut donner à cette personne qui va partir, j'invente un montant, 30 000 € net. Non, attendez, vous avez dit brut. Ah non, net, parce que dans le cadre de la négociation, ce que vous voulez savoir, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut comprendre, le salarié, c'est combien ce qu'il aurait au final en net au moment de son départ. Ouais, mais nous, on paye net, mais il peut y avoir forcément, si on donne plus que la convention de la CSG-CRDS, il peut y avoir également des cotisations sociales, alors on ne s'engage pas au niveau fiscal, bien sûr, mais à nous de traiter correctement l'info.
Alors, il y a des entreprises qui ont mis en place, par exemple, des petites feuilles Excel, des tableurs Excel, où l'entreprise, le gestionnaire de paye met le montant net, et puis ça le reconstitue en brut. Alors, généralement, elles sont bien faites, mais pas toujours. Et puis, le SAE n'a pas forcément toutes les connaissances pour bien contrôler, pour bien vérifier, en fait, le bon paramétrage du document. Donc, bon, c'est quelquefois pas fait. Et puis, les entreprises, nos amis RH, quelquefois, inventent des fois des choses inconnues qui n'existent pas. Hein, des montages un peu particuliers sur des sommes dans le cas de rupture. Enfin, bon, à nous débrouiller derrière parce qu'on vient en bout de chaîne. Hein. Quand c'est trop tard, ah bon, il est parti le mois dernier, le salarié? Ah d'accord, merci de me prévenir. Bon, d'accord, il n'a pas remboursé, il n'a pas donné son badge pour la cantine, donc il faut qu'on lui reprenne cet argent-là. Ah, puis il avait des saisies arrêts, puis il est parti. Vous ne nous avez pas prévenu. Enfin bon, donc on se retrouve des fois avec des cas un peu tordus, hein, un peu tordus. Et puis tous les éléments post-paye, post-départ du salarié. Hein. Ah, je vois que mon salarié est parti, mais on lui doit de l'argent, donc on lui verse cette somme-là. En brut, on applique quel taux de cotisation, et puis tout ce qui est condamnation prud'homale, quel taux, quelle base, le plafond. Des fois, le chef de paye se mélange un peu les pinceaux. Donc on a effectivement pas mal de travail, de contrôle, et donc du coup, ça nécessite quelquefois de l'audit donc extérieur pour vérifier donc la bonne application donc, des cotisations, des plafonds au niveau de ces éléments. Et puis, bon, dernière partie qui est plus anecdotique, mais quoique, eh bien, la gestion des acomptes ne pose pas trop de problèmes, mais avant ces saisies-arrêts, on a un tableau, est-ce qu'il est bien appliqué? Hein, on va voir évidemment des changements quand arrivera la retenue à la source, hein, quelqu'un qui a une dette vis-à-vis des impôts. Donc, c'est-à-dire qu'on sera sur des barèmes qui changeront encore en 2019 a priori. Et puis les avances sur salaire, des fois vous avez des entreprises qui en fait ne font pas réellement la différence entre acompte et avance. Sauf que acompte, on reprend sur le mois où on a octroyé l'acompte, hein, et puis il y a des règles, est-ce que je peux refuser un acompte ou pas, etc. Sur l'avance, non, hein, la récupération, elle est limitée au 10e du salaire net exigible. C'est qu'on ne récupère pas forcément une seule fois, généralement non, hein, ni en 2 fois, ni en 3 fois, il faut voir les montants. Une avance qui était octroyée à un salarié, on est sur des règles différentes. Mais quelquefois, certains logiciels de paye, certains outils, on voit le terme acompte qui est un peu un terme générique dans lequel on va mélanger un peu acompte et avance. Hein. Et puis bon, toute cette partie qu'on peut voir dans le net, hein, le versement des IGSS en cas de subrogation, les avantages en nature qu'on va retirer en bas de bulletin de paye, et puis la gestion de tout ce qui est indemnité de transport. Hein, nous, on est sur des frais kilométriques. Oui, mais est-ce qu'on a une attestation de non-covoiturage pour pas qu'effectivement que le salarié covoiture un de ses collègues qui lui aussi a des indemnités kilométriques? Enfin, voilà, toute cette gestion-là qui est source de contrôle et de redressement de part de l'URSSAF. Également les titres restaurants. Est-ce que je fais bien attention de ne pas donner de titre restaurant au salarié qui est malade ce jour-là, qui est en congé payé, qui est en formation à Gérézo, hein. Voilà, donc tout ça hein, correspond en fait à une multitude de sources d'erreurs potentielles qui vont demander un contrôle. Alors une fois donc que ces différents éléments qui ont été décidés par l'entreprise, évidemment de faire partie, d'être intégrés au contrôle, une fois que c'est terminé, donc là le travail du consultant Gérézo, eh bien, va décrire donc ce fameux rapport d'audit détaillé, hein, qui quelquefois, finalement, l'entreprise s'est fait plus peur qu'autre chose. Il y a très peu de choses, très peu d'anomalies. Hein. Quelquefois, il y en a beaucoup, hein, énormément. Ça dépend évidemment des cas, bien sûr. Donc, un rapport détaillé, et comme je vous le disais précédemment, dans ce rapport, alors, il y aura un rappel de la règle donc, sur la théorie, sur la pratique, hein, ce qui a été constaté par l'entreprise. Et évidemment, dans cette partie pratique, hein, on vérifie bien, et c'est pour ça qu'on a quelquefois l'obligation de recontacter donc, la personne en charge du contrôle en interne de l'entreprise pour bien envoyer d'autres cas, pour bien se faire confirmer qu'on était évidemment dans une pratique erronée et pas sur une anomalie ponctuelle d'un salarié. Et puis les préconisations. Alors complété d'un tableau synthétique, évidemment, qui rappelle tout ça. S'adresser par mail en format PDF. Et puis ensuite, il y a une présentation. Alors cette entreprise trouve que le rapport est clair et ne demande pas de déplacement du consultant Gérézo. D'autres, au contraire, tiennent à ce qu'on explique quelquefois bien sûr le rapport. Par conséquent, on se déplace sur site, hein, ce qui ne pose évidemment aucun problème, pour expliquer donc point par point les anomalies qui ont été générées, puis les conclusions et les préconisations de correctifs sur différentes anomalies. Voilà. Alors, sur les bénéfices de l'audit de conformité. Alors, évidemment, évaluer les risques de non-conformité à la législation sociale, à la convention collective et aux différents accords d'entreprise. À travers l'audit, bénéficie également d'une meilleure appréhension des règles légales et conventionnelles.
Ça permet quelquefois, on a eu pas mal d'audits de conformité qui se sont terminés finalement par ça, par établissement d'une espèce de livre blanc de paye, de réglementaire paye, alors qui n'a aucun intérêt s'il n'est pas ensuite par l'entreprise mis à jour régulièrement en fonction des nouveautés, des nouveaux accords dans l'entreprise ou de la réglementation légale, hein, afin que finalement on puisse avoir pour un nouvel arrivant dans le service eh bien, un document à lui donner, évidemment à jour, hein, sinon aucun intérêt comme je vous le disais, eh bien, de tous les éléments. Voilà, cette prime en fait, elle est donnée à telle personne, selon telles conditions, elle est soumise ou pas soumise à cotisation. Si cette personne est absente, eh bien, elle est proratisée ou complètement supprimée, ou elle est maintenue. En cas de maintien de salaire en maladie, elle est maintenue. Toutes les règles de gestion en fait, de chaque rubrique paye. Ce qui permet effectivement de contrôler, non seulement de faire comprendre aux nouveaux arrivants, et puis même déjà peut-être à ceux qui étaient là depuis quelques temps, qui ne maîtrisaient pas tous ces aspects, de leur faire comprendre donc, toutes les rubriques de la paye. Valoriser et optimiser la gestion des ressources humaines, notamment en matière de paye, évidemment. Éviter le risque de contentieux avec les salariés, les institutions représentatives du personnel et l'administration, hein, l'URSSAF. Et puis, grâce à l'étude de préconisation, donc sécuriser, fiabiliser le fonctionnement, évidemment, du service paye, quitte à revoir quelquefois ou à refaire un bilan de l'organisation du service paye. Quelquefois, effectivement, ça peut avoir cette conséquence. Voilà.